La patrouille financière est une opération décrétée par le chef de l'État dans les entreprises publiques, dans les régies financières et au compte général du Trésor. La patrouille financière est un contrôle à temps réel des opérations financières de l'État. Elle contribue efficacement à la mobilisation des ressources financières de l'État. Ça a toujours été pour moi un réel plaisir et honneur de vous savoir très nombreux devant vos postes et récepteurs pour suivre ce magazine PS Centre dont j'ai toujours eu l'honneur de vous présenter. Je suis Tom Smakongo, le cerveau penseur au service du savoir. Messieurs et dames, c'est parti pour votre magazine PS Centre. Vous n'allez pas avoir droit, vous n'aurez pas droit à votre débat aujourd'hui parce que l'invité est unique. Oui, nous l'avons voulu ainsi parce qu'il y a l'actualité qu'il va falloir lui donner suffisamment du temps pour qu'il s'exprime. Il va parler de son parti politique, il va parler de l'inauguration. C'est une inauguration de l'usine de montage des bus qui fait parler d'elle. Cette inauguration, nous parlerons du processus électoral avec l'ouverture de l'enrôlement de l'autre côté de Kwamutu, les revendications des opposants, le financement du scrutin. Aurons-nous ces élections dans le délai constitutionnel? Mon invité est suffisamment outillé pour en parler. La fois passée, nous parlions, mais ça ne nous empêche pas de revenir parce que ça défraye la chronique. Ces différentes perquisitions du domicile de Katumbi et de ses proches. Est-ce c'est un acharnement? Ces perquisitions violent-elles les lois du pays? Mon invité sur ces plateaux va vous égayer parce qu'il est bien outillé. Qui est-il, monsieur Sélé Kanangila, journaliste de son état? Il est le porte-parole du parti Congrès national congolais, parti cher à son excellence Pius Mwabilou Mbayumukala. Nous le recevons ce soir. Il nous fait l'honneur d'être là. Il est arrivé très tôt avant même que nous ne soyons là. Monsieur Sélé Kanangila, bienvenue dans ce magazine. Merci beaucoup de cet honneur que vous faites à notre parti. À votre parti. Quand je dis votre parti, je sais que vous êtes journaliste et qu'en tant que tel, la déontologie vous interdit la couleur politique. Mais quand je dis votre parti, c'est parce que le combat que nous menons derrière les leaders majeurs, Excellence Pius Mwabilou Mbayumukala, au sein du Congrès national congolais, voudrait voir un Congo fort, un Congo prospère, un Congo où tous sont égaux devant la loi, un Congo où les richesses que Dieu nous a données profitent aux uns et aux autres, un Congo où chaque citoyen a droit au chapitre, quelle que soit sa famille, son rang social, son état de santé, son état spirituel, sa tribu, son niveau d'études. Et donc nous rêvons de ce Congo-là, et donc nous disons votre parti parce que si ce Congo-là, ce combat-là aboutit, journalistes, cordonniers, couturiers, enseignants, chacun va donc trouver sa part. Et donc nous vous disons merci de cet honneur que vous nous faites. Nous espérons être à la hauteur des attentes de nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent ou qui vont nous regarder à travers le monde. Merci beaucoup. Parlons déjà, commençons par parler de ce parti. L'Excellence était d'abord membre du PPRD, après il s'est décidé de former sa propre formation politique et dont vous avez partagé sa vision, vous en êtes dedans. D'ores et déjà, depuis que ce parti existe, quelle lecture faites-vous depuis son existence? Bon, je pense que ce débat autour de son appartenance au PPRD est à mon sens révolu, mais c'est de l'histoire. C'est de l'histoire effectivement parce qu'il en était membre, voulant se battre, voulant donner les meilleurs de lui-même pour que la population trouve son compte. Et lorsqu'il s'est retrouvé parmi les gens dont la véritable motivation était leur propre ventre, les gens qui faisaient la politique pour leur propre intérêt égoïste, et donc il n'avait pas hésité d'écrire sa longue lettre de démission dans laquelle il faisait comprendre aux uns et aux autres que si la politique n'est pas faite pour solutionner le problème du peuple, alors ça ne vaut pas la peine. C'est comme ça qu'il va créer le Congrès national congolais, notre parti politique qui milite
je l'ai dit tout à l'heure, pour une gouvernance axée sur l'intérêt général. Nous estimons au CNC que toutes les décisions, toutes les démarches, toutes les options qui doivent être levées doivent prendre en compte l'intérêt général du peuple, doivent privilégier cet intérêt-là. C'est au nom de cet intérêt-là qu'il va alors, une fois de plus, claquer la porte du FCC. Rappelez-vous de son interview qu'il accorde au sortir de l'audience lui accordée par le président de la République dans le cadre des consultations ayant précédé la création de l'Union sacrée. Il avait dit, je cite, à un certain moment de la vie, il faut regarder l'intérêt du peuple, il faut les privilégier, il faut se mettre au service des autres. Et donc, depuis la création de notre parti, notre leader, Excellence Pius Mwabilu Mbaye-Mukala, et nous-mêmes qui croyons en son combat, nous ne sommes pas le seul, parce qu'il y a la majorité silencieuse qui croit en ce combat-là, qui l'accompagne exactement, qui les soutient, et qui ne sait peut-être pas se retrouver avec nous au sein du CNC, mais nous disons que nos portes sont grandement ouvertes. Si vous avez de l'amour pour ce pays, c'est le seul critère auquel il faut répondre pour être membre du Congrès national congolais, parce que nous estimons au CNC que même si on a fait des grosses études, que même si on sort d'une famille la plus aisée du monde, que même si on est milliardaire, mais si on n'a pas d'amour pour ce peuple, on ne va pas se mettre à son service. La preuve, c'est que dans notre histoire, nous avons connu des professeurs des universités qui se sont bombés la poitrine. Nous avons connu des gens comme ceux qui habitent Lubumbashi aujourd'hui, qui se font passer pour des milliardaires, mais qui ne savent pas dire à la population ce qu'ils ont fait dans la vie pour être milliardaires, à part appauvrir la population, détruire ce qui pouvait profiter à celle-ci, à l'instar de la GECAMINE, pour s'enrichir et prétendre devenir président de la République. Au CNC, ce n'est pas le cas. Au CNC, c'est l'homme au centre de toute action politique. Et donc, nous nous battons, effectivement, depuis la création du CNC. Notre parti a fait pas mal de choses. C'est même ça qui nous a motivés, qui nous a poussés à apporter notre soutien indéfectible au président Tshisekedi, parce que partageant avec nous cet idéal qui est celui de servir la population. Et lorsqu'il prend le pouvoir, les signaux qu'il lance nous rassurent, parce que nous, on ne veut pas du pouvoir pour le pouvoir. La plupart des gens que vous voyez annoncer leur candidature à l'élection présidentielle, c'est des gens qui veulent du pouvoir pour le pouvoir. C'est vrai que parmi ces candidatures, il y en a qui sont commerciales, hein. Je parle des candidatures commerciales où c'est quelqu'un sait qu'il n'a aucune base, il n'a aucune assise, il n'a aucune recette à proposer à notre peuple. Mais qu'est-ce qu'il faut? Il faut annoncer sa candidature à la présidentielle. Comme de l'autre côté, il y a un ancien gouverneur du Katanga qui a tout pris à la République démocratique du Congo, et quand le moment venu, on va faire du commerce avec cette candidature-là. Alors nous ne sommes pas de cette obédience-là. Nous sommes de l'obédience de ceux qui privilégient l'intérêt du peuple, et parce que cet intérêt aujourd'hui est incarné par le président Tshisekedi, nous lui apportons tout notre soutien pourvu que la population trouve son compte. Voilà, pourvu que la population trouve son compte. Monsieur Silé, je reviens vers l'autorité morale de votre parti, Monsieur Mwabilu, c'est parce que c'est de lui qu'il s'agit. Élu député en 2006, en 2011, en 2018, je dirais, tous les 3 cycles électoraux que nous avons eus ici en RDC, l'homme a toujours eu à l'emporter main levée. Quel est son secret? Le secret de Pius Mwabilu, c'est celui de se mettre au service de l'autre. Je vais même dire, se mettre au service des autres. J'ai discuté avec lui il y a quelques jours, où il me faisait comprendre sa compréhension de la fonction ministérielle. Un ministre, selon lui, c'est un serviteur. Voilà pourquoi, après cette belle aventure parlementaire, depuis qu'il est au gouvernement, il n'a pas dérogé à la règle. Le principal secret qui fait que Pius Mwabilu soit réélu dans la même circonscription depuis 2006 s'appelle sa disponibilité à servir les autres, sa disponibilité à écouter les autres, sa disponibilité à se mettre à la place des autres et sa disponibilité à se battre pour les autres. Nous sommes dans une ville où un candidat vient dans une circonscription aujourd'hui, il s'est fait élire, il ne fait rien pour la population, il passe tout son temps à mentir, et lorsqu'approche un autre rendez-vous électoral, sachant
qui n'aura rien à proposer à la population, il va changer de circonscription pour aller dans une autre, mentir et se faire élire davantage. Et donc, vous allez comprendre que vous avez un Pius Mwabilou qui a une proximité énorme avec la population, non seulement la population du Moamba, mais toute la population en général, mais qui, le fait d'être député, le fait d'être ministre de la République n'enlève, je vais dire, rien de l'humain qu'il est, du serviteur qu'il est, de l'ami des autres qu'il est, et de celui qui est conscient du devoir, je vais même dire sacré, qui lui a été confié par le Créateur, c'est lui de servir les autres. Vous savez, j'ai vu un jour quelques élèves de l'académie de Beaux-Arts débarquer dans ce bureau avec un photo, un portrait fait en son honneur. Mais ce qui m'a beaucoup plus tiqué, c'était le témoignage de ce jeune, ces écoliers, qui disaient ne l'avoir jamais rencontré, mais qui ont suivi ses activités à travers les réseaux sociaux. Et ils avaient dit que quelqu'un comme celui-là, qui passe toute sa vie au service des autres, le seul cadeau qu'il pouvait lui offrir, c'était de faire ce portrait-là. Vous comprendrez qu'aujourd'hui, la vie des Pius Mwabilou au service des autres a traversé les frontières. Je suis sûr qu'en 2023, il sera également réélu parce qu'effectivement, la population demande qu'il soit candidat. Et nous sommes en train de les convaincre, nous qui travaillons avec lui, pour qu'il les soit, parce que être candidat pour lui signifie davantage servir la population, et parce que la population se retrouve non seulement dans ce qu'il fait comme député ou dans ce qu'il a fait comme député, mais aussi dans ce qu'il fait comme ministre. Je pense qu'à la demande de cette population, comme il a toujours écouté cette population, il va donc répondre positivement. Alors, Monsieur Kanangila, lorsque j'annonçais votre présence, ces plateaux spéciaux, mes invités, comment dire, mes amours, voilà, ceux qui m'aiment bien, mes fidèles, ont réagi par quelques questions. Ils m'ont posé quelques questions. Ils m'ont demandé de poser la question à Monsieur Kanangila. Pourquoi il n'y a que l'excellence qui s'est fait élire dans son parti? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent sortir des députés? Et pour eux, ils estiment que les avantages de nomination ça et là, l'excellence n'est privilégiée que les gens de sa propre famille, en dehors des gens du parti. N'y a-t-il pas les gens assez compétents dans ces partis qu'au sein de sa propre famille? Comment réagirez-vous? Avant de répondre à cette question, j'aimerais faire un petit commentaire sur la question précédente, celle de savoir pourquoi il est autant porté par la population. J'ai dit que c'est parce qu'il sert cette population, mais c'est l'occasion également d'attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur les élections qui arrivent. Je demande à notre population de ne pas commettre les erreurs de 2018. Excusez-moi. En 2018, nous avons vu les gens passer tout leur temps dans les médias à insulter les autres, qui se sont fait élire députés. Aujourd'hui, nous avons des députés capables d'insulter les mamans des gens dans la rue. Vous êtes journaliste, vous savez de quoi je parle. Tout à fait. Nous avons des députés capables de faire la promotion du tribalisme à la télévision. Nous avons des députés capables de menacer certaines tribus, allant jusqu'à dire, je cite, Tororo Telebino Nabanda, Torosimba Machette, Bibembe Kolala. Ça fait partie de nos erreurs commises. Je pense que nous regrettons amèrement et qu'au rendez-vous électoral prochain, la population prendra ses responsabilités pour faire dégager tous ces médiocres et envoyer dans cette prestigieuse chambre les gens comme les Pius Mwabilou, les gens qui sont motivés par l'amour de la nation et qui vont tout de suite se mettre au service de celle-ci. Parce que je parle élection, je suis candidat moi aussi député provincial à Limba. Je demande aux uns et aux autres de se joindre à moi pour qu'on mène ce combat. Ce n'est pas le moment de la campagne électorale. Je viens de l'école politique des Pius Mwabilou, une école où j'ai appris le respect des lois de la République. Le moment venu, je viendrai ici pour dire à la population de Limba
pourquoi je veux être candidat et qu'est-ce que je compte faire une fois élu député. Mais le constat, il est amer. Tous ceux qu'on a élus à Lemba n'ont rien foutu à l'Assemblée nationale et c'est une évidence. Il est temps d'arrêter de nous plaindre, mais d'agir parce qu'un peuple qui n'agit pas est complice de son propre malheur. Aujourd'hui, nous avons des députés capables d'insulter nos mamans dans les rues. Ça veut dire, nous avons donné le pouvoir à quelqu'un, journaliste soit-il, il est payé par nous. Avec cet argent, il peut aller s'acheter du chanvre et de la bière, s'enivrer pour venir insulter nos mamans dans la rue. Je pense que tous ceux qui nous suivent vont prendre cela au sérieux et lèveront une option salvatrice le moment venu. Deuxième volet de ma réponse à votre question, il est relatif, ces volets, bien sûr, à ces affirmations gratuites que vous ne faites pas vous parce que vous avez relayé. Tout à fait. De ceux qui nous regardent, exactement, de ceux qui vous avez relayé, certainement vous suivent en grand nombre. Exactement. Parce que vous avez relayé le compatriote pour qui j'ai un grand respect, je suis obligé de répondre. Okay. Premier élément. Le CNC a été créé peu avant les élections de 2011, messieurs les journalistes. Okay. Ce n'était pas un parti créé sur fond des promesses fallacieuses. Parce que les partis qui ont été créés sur fond des promesses fallacieuses, comme le PPRD, aujourd'hui sont dans la tombe. Le CNC est un parti créé par les leaders majeurs, Excellence Pius Mwabilumba Mukala, sur fond d'un idéal, sur fond d'un combat, sur fond d'un engagement, sur fond d'une détermination et sur fond d'un souci à servir les autres. Voilà l'appel auquel nous avons répondu. Et je rappelle d'ailleurs que moi j'ai répondu à cet appel pendant que je n'étais qu'étudiant à l'IFASIC. Je me rappelle, j'étais encore en G2 lorsque j'ai répondu à cet appel-là. Et depuis que ce parti existe, nous nous battons, nous travaillons, nous militons pour garantir une gouvernance axée sur l'intérêt général. Voilà le sens de notre militantisme au Congrès national congolais. Et au CNC, l'amour du pays, la compétence, le militantisme. Voici les 3 critères pour occuper un poste de responsabilité au Congrès national congolais. Créé en 2011, le CNC n'a eu son premier poste ministériel qu'en 2016, sous Sami Batibanga. Et les tout premiers bénéficiaires du combat politique du Congrès national congolais s'appellent Sami Adoubango Aoto. C'était le vice-ministre au transport et voies de communication à l'époque, lui qui fut d'ailleurs président fédéral du Congrès national congolais à Nitsuri. Ce n'est pas quelqu'un de la famille. C'était pas quelqu'un de la famille. Il est même ministre au gouvernement actuellement, il est vice-ministre à la Défense nationale. Okay. Il était vice-ministre aux Affaires étrangères, il est vice-ministre à la Défense nationale. Et je vous dis que quand Sami Adoubango Aoto profite, devient le premier bénéficiaire du combat du CNC, vous pensez que dans la famille du leader, il n'y avait pas de gens capables d'être vice-ministre? Vous êtes sûr, vraiment? On avait privilégié la compétence parce que les leaders avaient estimé à l'époque, vu l'expertise de M. Adoubango, que c'est lui qui pouvait nous représenter en tant que parti à l'équipe nationale, donc au gouvernement. Il a travaillé. La deuxième bénéficiaire du combat du CNC s'appelle Marie-Josée Ifoko, nommée commissaire générale pour les comptes du CNC en 2016-2017. Ce n'est pas quelqu'un de la famille du leader. Il est de la Tchouapa. Les exemples sont légion. Je ne vais pas trop en parler. Mais je sais que cette question est motivée par la nomination de la camarade Christelle Mwabilou à l'OCC. Parce que c'est sa nomination. Je comprends. Mais tenant compte de ces 3 critères, l'amour du pays, la compétence, le militantisme, lorsqu'on a consulté notre parti pour la gestion
2 entreprises, parce que ce n'est pas la seule entreprise que le CNC gère comme parti politique. Le CNC gère l'Office des routes, le CNC gère la Sokimo, le CNC gère l'OCC, le CNC gère la Coprime, le CNC gère le FONAB. Et sur toutes ces entreprises, à peine quelqu'un de la famille du leader. Pourquoi? Parce qu'elle a l'amour du pays, elle a milité, mais à côté de ça, c'est quelqu'un qui détient une licence, une expertise avérée en matière de gestion d'entreprise. Je pense que c'est un faux débat qui est souvent alimenté par les gens qui, après avoir pillé le pays, pensaient continuer. Et parce que Mwabilou a sifflé la fin de leur spoliation à l'urbanisme habitat, en même temps que Tshisekedi a sifflé la fin de leurs antivaleurs dans d'autres secteurs, la meilleure façon de régler leurs comptes, c'est de chercher des poux sur la tête pourtant clean depuis ce Mwabilou, ce qui ne va pas se passer. Voilà. Bien entendu. Et son séjour dans ce ministère, est-ce que vous pouvez relever quelques faits dont il s'est démarqué? Nous parlons de l'excellence Mwabilou depuis qu'il est... Il est nommé d'abord pour traduire en acte la promesse électorale du président de la République. Lui, il est député national. Il y a à la tête du pays quelqu'un qui a été élu par tous les Congolais. Et celui-là, c'est le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi a été élu par le Congolais sur base de son projet de société. Un projet de société contenant beaucoup de lignes, je vais dire. Et pour ce qui est de l'urbanisme habitat, le président Tshisekedi avait promis aux Congolais de lutter contre la spoliation et de faire que le patrimoine immobilier privé de l'État puisse profiter à la nation congolaise. Et donc, Pius Mwabilou, comme patron de l'urbanisme habitat, devrait travailler pour traduire en acte cette promesse électorale du président de la République. Mais à côté de la lutte contre la spoliation, il fallait mener les réformes. Parce que l'urbanisme habitat est un secteur qui existe dans notre pays depuis longtemps, bien sûr, mais qui ne fonctionnait que sur base d'un seul instrument juridique, le décret de 1957 signé par les gouverneurs généraux. Vous allez être d'accord avec moi que ce décret, cet instrument, était en totale contradiction avec nos réalités. Et donc, il fallait un instrument pour encadrer les secteurs. Parce que tout ce qu'on décrit aujourd'hui, construction anarchique, inondation, deux fois provoquant mort d'homme, c'est parce que ce secteur a fonctionné dans l'anarchie la plus totale. Et la meilleure façon de mettre fin à l'anarchie, c'était de créer les réformes. La première réforme s'appelle le Code portant urbanisme et construction, qui est un instrument adapté à nos réalités, auquel nous allons tous nous référer. La deuxième réforme, c'était celle qui a consisté à doter nos différentes villes de plans urbains de référence. Pourquoi il y a inondation aujourd'hui? C'est parce qu'on construit même sur les zones non efficantes, sur les zones, je vais dire, incompatibles. Vous allez ériger un bâtiment de 3 niveaux sur un sol pas capable de supporter ce genre de bâtiment. Quand il pleut, il y a non seulement une inondation, mais le bâtiment peut s'écrouler. Lorsque ça s'écroule, il y a mort d'homme. Et donc, il a, avec les soutiens de la Banque mondiale, étudier notre sol et notre sous-sol pour savoir dans chaque ville, dans chaque quartier, sur chaque avenue, quel type de maisons peuvent être construites. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce travail continue, mais un pas géant a été marqué. Certaines de nos villes sont aujourd'hui dotées de plans urbains de référence. Vous allez construire à Kikwit, par exemple, il y a tout un plan, une sorte d'une Bible, je vais dire. Votre parcelle, c'est dans tel quartier, les autorités vous disent non, dans ce quartier-là, vous ne pouvez que construire tel type de maison. Et vous vous conformez. Puis ce Mwabilou, c'est aussi une réforme importante, bien entendu, pour mettre fin à l'anarchie. La réforme s'appelle guichet unique pour la délivrance des permis de construire. Pourquoi il y a des problèmes dans notre pays? C'est parce que le permis de construire, c'est distribué comme des gâteaux. Chaque personne pouvait délivrer ces documents pourtant prestigieux et importants dans notre pays.
Et depuis 2016, on avait même conseillé au président Kabila de retirer la signature du permis de construire au ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Conséquence, l'anarchie s'est installée. Et les gens qui avaient conseillé cette réforme, c'était pour leurs intérêts égoïstes. Aujourd'hui, quand vous arrivez sur un terrain, si vous êtes de l'urbanisme, on vous dit c'est l'autorité des villes qui a délivré le permis de construire. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça fait désordre. Et donc, il fallait créer un seul portail, une seule porte officielle à laquelle tout opérateur immobilier devrait frapper pour obtenir ces documents. Et cette porte officielle créée par Pius Mabilou s'appelle guichet unique pour la délivrance du permis de construire, qui, à part le fait qu'il va mettre fin à l'anarchie, mais a créé des emplois, en tout cas des milliers d'emplois directs et indirects à travers la République, parce que c'est un établissement public. Je crois que vous avez même suivi lors de l'avant-dernière réunion du Conseil de ministres, le président de la République en parlait. Pius Mabilou, c'est aussi le FONAB. Le FONAB, ça signifie le Fonds national de l'habitat. Fonds national de l'habitat, c'est un établissement qui a existé dans notre pays, sous le président Mobutu. On parlait à l'époque de l'ONEL, Office national du logement. C'est pour ça que quand vous allez à Bandal, on vous dit, d'accord, on est à ONEL. C'était une maison ou des maisons construites grâce à cet établissement-là. Mais qui était mort, cet établissement. Qui était mort pratiquement. Alors que même quand vous voulez collaborer avec certains investisseurs, ils ont besoin de ce genre d'établissement. Il a fallu que Pius Mabilou crée le FONAB, qui est le Fonds national de l'habitat, qui est une banque qui va collecter les fonds. Et à côté du FONAB, il a créé ce qu'on appelle l'ACOPRIM, l'agence pour la promotion immobilière, qui, elle, va construire, je crois que vous avez suivi, l'ordonnance signée par le président de la République, nommant les animateurs de ces établissements, qui, à part le fait de combattre ou de mettre totalement fin à l'anarchie, c'est des milliers d'emplois créés à travers la République démocratique du Congo. Mais Pius Mabilou a, grâce à la diplomatie et à l'agissance du président Tshisekedi, joué et gagné un poste au conseil d'administration de Shelter Afrique. Shelter Afrique, c'est une institution panafricaine de l'immobilier, créée par, je crois que parmi tous les fondateurs de la société, il n'y a que le président Paul Biya qui est encore en vie, la plupart sont décédés. Le président Mobutu en était aussi l'un des artisans, je vais dire. Mais cet établissement qui a construit des logements abordables à travers l'Afrique, Cameroun, moi je reviens du Nigeria, en Égypte, au Sénégal, n'en parlons pas, ne pouvait pas agir en RDC seulement parce qu'on était insolvable. La RDC, depuis 30 ans, ne s'acquittait pas de ses obligations. Conséquence, elle n'avait pas droit au chapitre. C'est quand Tshisekedi arrive, au nom de sa diplomatie, visant à remettre la nation sur la scène internationale, qu'il va confier la mission à son ministre, Pius Mabilou, d'aller. J'ai même eu la chance de participer à l'Assemblée générale de Shelter Afrique au Cameroun. J'ai pris part. Cameroun, c'était la 40e édition. J'étais au Zimbabwe pour la 41e édition. Et je reviens du Nigeria pour la 42e édition. J'ai vu cet homme se battre pour que son pays gagne. Et il a réussi. Après avoir apuré toutes les dettes, il a réussi à faire revenir la RDC au conseil d'administration de Shelter Afrique. La RDC qui ne sera pas seulement comme RDC, mais qui sera là comme représentante de 10 pays africains, dont le Congo-Brazzaville, le Cameroun, et les Seychelles, et j'en passe. Vous comprenez à quel niveau Tshisekedi, à quel niveau derrière Tshisekedi, Pius Mabilou a amené la République démocratique du Congo. Pius Mabilou, c'est le ministre de réforme. Pius Mabilou, c'est le ministre de la lutte contre la spoliation. Pius Mabilou, c'est le ministre du peuple d'abord
version urbanisme et habitat. Voilà, version urbanisme et habitat, les questions, parce qu'il y en a eu une par rapport au déguerpissement, pour certains de nos téléspectateurs estiment qu'il y a eu une vague tout récemment de déguerpissement. Pour d'autres, on dit que c'était des déguerpissements fallacieux, d'autres farfelus, d'autres fantastiques, où il y avait une sélection pour les uns on touchait, il y avait même les intouchables. Comment jugez-vous ces réactions? Cette campagne de lutte contre la spoliation, je l'ai dit, qu'elle traduit juste en acte la promesse électorale faite à la nation congolaise par le président Tshisekedi. Premier élément. Deuxième élément, toutes les maisons reprises appartiennent bel et bien à l'État, et certains citoyens qui restent dans la légalité payent leur loyer mensuel à la banque, ce qui a d'ailleurs conduit à l'augmentation des recettes au ministère de l'urbanisme et habitat. Premier élément. Deuxième élément, lorsque cette campagne a commencé, les gens ont dit qu'elle visait la famille politique du président Kabila. Non, cette campagne concerne tout le monde. Politiciens, commerçants, cordonniers. Si vous avez occupé illégalement la maison de l'État, non seulement vous libérez la maison, mais l'État calcule tous les temps son argent. Si vous l'avez occupé pendant 5 ans, on va calculer l'argent que vous devez à l'État pendant toutes ces 5 années. Et vous allez payer ça. L'État ne meurt pas, mon cher frère. Montez, montez, il en restera toujours quelque chose. Vous parlez du déguerpissement, nous parlons du délogement administratif qui respecte toutes les étapes et toutes les lois de la République. Parce que je dois vous rappeler que le ministre d'État en charge de l'urbanisme habitat, Excellence Pius Mabimba Baye Moukala, avait créé une commission. Mise en place une commission qui s'occupait de l'identification, ou qui s'occupe de l'identification des occupants des maisons, d'abord des maisons et de leurs occupants. Il s'est avéré que la plupart étaient des mafieux, vraiment des mafieux. Quelques citoyens qui ont compris cela se sont vite rattrapés. Il y en a qui sont venus avec leurs documents, qui ont sollicité le renouvellement du contrat de bail et qui sont allés payer leur loyer en banque. Ils n'ont aucun problème. Mais il y en a qui, motivés par l'esprit de faire souffrir le peuple, par l'égoïsme, par je vais dire même l'esprit diabolique, ont tenté par voie mafieuse de déposséder l'État congolais de ses biens immobiliers, et à ces pratiques bidons, à ces pratiques malveillantes, à ces pratiques diaboliques, à ces pratiques antipatriotiques, Pius Mwabilou oppose l'État des droits. Parce que la procédure pour prétendre être propriétaire d'une maison de l'État est connue. La première étape, c'est l'instruction expresse du président de la République. Le président de la République signe une instruction. Adressée au ministre de l'Urbanisme et Habitat. Lorsque le ministre détient l'instruction écrite du président de la République, lui, il prend 2 actes. Le premier acte, 2 actes réglementaires d'ailleurs. Le premier acte, c'est l'arrêté portant désaffectation de la maison en question. Il enlève la maison du parc immobilier privé de l'État pour la verser dans un autre domaine. Le deuxième acte que le ministre prend après avoir désaffecté la maison, c'est l'arrêté portant attribution. Instruction du président de la République, arrêté portant désaffectation et ensuite arrêté portant attribution. De tous les spoliateurs, aucun ne va vous brandir ces 3 éléments. Et à partir du moment où quelqu'un n'est pas en possession de ces 3 éléments, c'est un mafieux, c'est un spoliateur. Allez dire à M. Tchubango, c'est lui qui occupait illégalement la maison de l'État située sur l'avenue de la Gombe au numéro 40, qu'il peut monter et descendre, qu'il peut appeler les immoraux
leur demandant d'insulter les autorités, d'insulter le président de la République, d'insulter le ministre Pius Mwabilou. Il peut appeler ces immoraux-là qui vivent aux États-Unis, comme il y a un immoral là qui vit aux États-Unis, là, qui insulte les gens, comment il s'appelle, Manosor, je ne peux même pas citer le nom, quelqu'un qui est incapable d'écrire les noms de sa propre mère. Je dis incapable d'écrire les noms de sa propre mère, mais qui passe tout son temps à insulter les mamans des gens. Il passe tout son temps à insulter les mamans des gens. Je les mets en garde. Je les mets en garde. Cet illettré-là, je les mets en garde. Et que s'il a... Oui, je sais de quoi je parle. Cet illettré-là, qui s'appelle Manosor, c'est dinosaure, qui est incapable d'écrire le nom de sa propre mère et qui passe tout son temps à insulter les autorités du pays parce qu'on lui envoie un peu d'argent, parce qu'il est contacté par les spoliateurs, je les mets en garde. Il a longtemps blagué. Cette fois-ci, nous allons lui montrer que l'État existe et qu'on ne blague pas avec l'État. Et donc, allez dire à M. Tshibangou qu'il peut tout faire. Il peut contacter les immoraux pour qu'ils insultent les autorités, pour qu'ils insultent le président de la République, pour qu'ils insultent le ministre Pius Mwabilou. Cette maison est un bien immobilier de l'État et l'État garde sa maison. Un point, un trait. Voilà, messieurs et dames, vous nous suivez à travers la République et partout ailleurs dans le monde. Nous sommes la production Studio Télévision, la première chaîne numérique en RDC. Nous sommes sur Canal Plus 346. Vous qui regardez cette émission, vous êtes politique, vous êtes homme de Dieu, pasteur ou que sais-je encore. Vous voulez prendre part à cette émission, prenez rendez-vous avec nous à travers les numéros qui sont affichés au bas de votre poste récepteur. Appelez-nous, prenez rendez-vous avec nous. Vous allez avoir la même possibilité que M. Sele Kanangila, qui est porte-parole du Congrès national congolais, qui aujourd'hui est en train de parler, un homme libre. Vous également, vous pouvez faire la même chose que lui. Nous allons vous accorder l'opportunité de parler. M. Sele, nous allons parler du processus électoral. La première question qui me vient à l'esprit, est-ce que le délai constitutionnel, soit le 20 décembre de cette année, nous aurons bel et bien le scrutin, depuis le fait qu'il y a certaines exigences, en l'occurrence, je vais tout donner, peut-être vous allez prendre d'une façon ou d'une autre. Il y a la question du financement. Est-ce que nous sommes garantis d'avoir des finances suffisantes pour organiser ces scrutins? Il y a également la loi sur la répartition des sièges qui était de l'autre côté de l'Assemblée nationale. Je sais que vous avez quelque chose à dire là-dessus, mais également les revendications des opposants qui, d'une façon ou d'une autre, parce que ce sont des acteurs de ces scrutins qui également ne partagent pas, ne donnent pas leur volonté ou leur confiance par rapport à l'actuel bureau, et puis le bureau de la centrale électorale, je vais dire, également à la Cour constitutionnelle, qui, pour eux, il faut d'abord des réformes consensuelles pour trouver un autre bureau, et puis une autre Cour constitutionnelle, mais également, je vous donne toute la matière, vous aurez suffisamment l'État pour en parler, les opérations d'enrôlement et d'identification qui viennent d'être ouvertes ou qui seront ouvertes très bientôt pour le compte de Kwamutu, cette petite, c'est pas moi à dire, ce territoire de la province de Mai-Ndombe. Avoir tous ces éléments mis ensemble, est-ce que nous pourrons espérer avoir les élections de 20 décembre de cette année? Moi, je ne suis pas membre de la CENI. Ça veut dire que je ne peux pas communiquer pour les comptes de la CENI. Vous aurez certainement sur ces plateaux un animateur de la CENI, c'est pas son président, quelqu'un d'autre qui pourra vous parler avec précision. Mais moi, je m'en tiens au fait. La CENI a publié un calendrier électoral et la CENI a, jusqu'à l'heure où je vous parle, respecté les étapes de ce calendrier-là. Et là, elle s'apprête à recevoir les candidatures de prétendants à la députation nationale avant de recevoir celles de nous qui prétendons à la députation provinciale 2 mois plus tard. Les signaux rassurent exactement que nous avons un organe organisateur des élections capable. Capable parce que son leadership, j'aimerais ici féliciter M. Kadima, à qui beaucoup de gens n'ont pas accordé la chance
J'ai vu les gens vouloir les diaboliser pour rien. Et donc, nous, au niveau du Congrès national congolais, nous sommes satisfaits du travail qui est abattu jusqu'ici par le président Kadima et son équipe, et l'encourageons à aller de l'avant parce que nous avons un candidat. Nous avons hâte de donner la légitimité au président Tshisekedi, qui est notre candidat, qui est le candidat du Congrès national congolais aux élections présidentielles prochaines. Vous avez dit tout à l'heure, on parlait tout à l'heure de la population qui a demandé au leader majeur d'être candidat. Et donc cette population a hâte de lui donner un autre mandat. Les habitants de Lemba ont hâte de faire de moi leur député provincial. Et donc moi je me dis qu'il ne suffit pas seulement de chanter élection matin, midi, soir. Il faut avoir une recette à proposer à la population et savoir ce qu'on a fait du pouvoir que la population nous avait donné. C'est ça le problème. Vous m'avez posé la question ici de savoir c'est quoi les secrets des Pius Mwabilou. Quand la population du Moamba ne cesse de lui faire confiance. Élu en 2006, élu en 2011, réélu en 2018. Mais si Pius Mwabilou, élu dans la même circonscription pendant plusieurs fois, reste à côté du peuple, le peuple qui lui demande d'être encore là. Toi, quand tu étais gouverneur, tu as fait quoi du peuple? Tu l'as appauvri. Tu as tué la GECAMINE. Tu as tué la SNCC. Tu as tué les gens. Tu es un criminel économique. Et tu vois cette population tellement naïve qu'elle peut faire de toi président de la République. Toi, quand tu étais Premier ministre, combien de projets tu as détournés? Boukangalonzo est où? Où est le projet de construction des 1000 écoles? Où est le projet de construction des stades municipaux? L'argent est allé dans ta poche. Et aujourd'hui, tu deviens donneur de leçons jusqu'à aller très loin, prétendre être candidat président de la République. La population connaît qui est qui. Et ces gens-là, comme ils ont des comptes à rendre au peuple, l'autre qui s'est fait appeler candidat ici, il est cité, je lisais un rapport, je crois que je ne peux pas, peut-être, je suis tombé sur une information, c'est un autre criminel économique au Kasaï. À part le fait qu'il était dans la rébellion pour tuer les Congolais, pour avoir l'argent du sang, il a passé tout son temps à vendre les matières premières au Kasaï central. Voilà les types d'hommes qui veulent devenir président de la République. Et en face, Tshisekedi a amené la gratuité. Il lutte contre la corruption. On parlait tout à l'heure des établissements publics qui ont engendré 2 milliers d'emplois, FONAB, ACOPRIM, guichet unique. On parlait de l'embargo sur l'achat des armes qui a sauté. On parlait aujourd'hui de la justice qui est debout. Je lisais ce matin qu'il y a l'un de ses anciens collaborateurs, M. Bilomba, qui est interdit de quitter le territoire national. Tshisekedi est en train de mettre de l'ordre. Il est en train de faire sentir aux Congolais cette fierté de l'être. Et quand les gens, des criminels, un groupe de criminels économiques se retrouvent en face d'un candidat comme celui-là, c'est normal qu'il commence à multiplier des revendications en même temps qu'ils préparent leur coup de force à en croire la démiable sur l'arrestation de M. Kalonda. Ça veut dire quoi? Si les gens en arrivent là, à pactiser à M23, à pactiser avec Paul Kagame, à pactiser avec Mohamed Ibrahim. Mohamed Ibrahim, c'est l'ami intime de Paul Kagame. Les deux ont pour mission principale de soutenir et accompagner les coups d'État en Afrique. Vous avez vu un candidat président ici, M. Katumbi, avant de venir prendre part à la marche, allait d'abord rencontrer Mohamed Ibrahim pour recevoir instruction et orientation. Ce sont ces types d'hommes. Mais le président de la République avait appelé Kagame, c'est un ami, c'est un frère. Si le président l'appelle un frère, un autre Congolais estime que... Vous m'avez présenté ici comme journaliste. Tout à fait. Effectivement, je le suis, frère, cher camarade. Tout à fait. Et je sais qu'on a, vous et moi, fait une même école.
la communication est contextuelle, a-t-on appris. Lorsque les contextes changent, la communication change. Le président Tshisekedi a appelé Kagame son ami dans quel contexte? Dans les contextes de relations entre États. C'est dans ces contextes-là qu'il l'appelle ami. Et lorsque ce contexte a changé, parce que Kagame étant dans la dynamique de tuer au Congo, le président Tshisekedi s'est assumé. Et c'est pendant une période comme celle-là, où même l'ONU, à travers un rapport, a attesté ou atteste que le Rwanda, Paul Kagame, agresse la République démocratique du Congo, que quelqu'un qui prétend être présent au Congo va aller chez un ami intime Kagame pour recevoir instruction et orientation afin de venir participer à la marche. C'est comme ça qu'ils sont venus à cette marche-là avec les armes, parce qu'étant dans les coups. Heureusement que le peuple est mûr, mature, il leur a réservé un N-O-N A majuscule. Et donc pour nous, alors regardez également, ça sera votre dernier mot. Les élections, chers compatriotes, les élections est la seule voie pour le Congrès national congolais d'accéder aux affaires. Nous nous préparons à l'heure qu'il est. Au niveau de notre parti, le CNC, il y a toute une commission électorale qui a travaillé. La CENI attend que les uns et les autres aillent lui déposer les candidatures. Le CNC, le président de la commission électorale, M. Patrick Eshiba, qui est également le président de la Ligue de jeunes du parti, détient déjà toutes les candidatures du Congrès national congolais. C'est pour vous dire à quel point le CNC tient aux élections, à quel point le CNC veut donner le deuxième mandat au président Tshisekedi. Donc, rendez-vous le 20 décembre. Tout criminel économique ne doit pas avoir droit au chapitre. Tout député ayant insulté vos mamans, ayant fait la promotion du tribalisme, donnez aujourd'hui, faites un bon choix, envoyez à l'hémicycle les gens dont la morale est certifiée, qui peuvent se mettre au service de la nation. Monsieur Seleka Nangila, vous êtes porte-parole du Congrès national congolais, CNC en sigle. Nous vous sommes très connaissants de nous avoir honoré par votre présence ce soir en répondant à notre invitation. Je vous remercie, messieurs les journalistes. Merci beaucoup à votre chaîne de nous avoir reçus. Merci à Richard Widi et à Kankou Kabasele qui nous ont aidés à arriver chez vous à la maison. Un grand merci au patron de cette chaîne, M. Tio Yongandou Patrick, qui nous fait confiance. Il est le premier téléspectateur, et à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers la République et le monde. Restez branchés au programme de cette chaîne, la première numérique en République démocratique du Congo. Messieurs et dames, au revoir. La patrouille financière est une opération décrétée par